toujours. Franchement, un gouvernement hollandiste pourrait nous légaliser le cannabis, par exemple. Alors que Macron, qui a promis qu'il le ferait, nommé que des ministres pro-répression. OSEF. Ouais, c'est 5 millions de consommateurs en France. Hein. C'est pas OSEF, hein. Faut savoir aujourd'hui que si vous faites pousser du cannabis chez vous, vous êtes considéré comme trafiquant de drogue. Faites du recel, machin, c'est des amendes qui peuvent se... Je crois que c'est délirant, le montant de l'amende et la prison. C'est délirant. C'est vraiment délirant. Non, moi je consomme pas. J'ai jamais fumé de cannabis de ma vie. J'ai même jamais fumé de cigarette de ma vie, moi. Mais je me suis renseigné. Parce que des fois, la nuit, j'arrive pas à dormir. Et du coup, je me suis renseigné. Je me suis dit, tiens, est-ce que, en France, c'est plus grave d'acheter sa drogue à un dealer ou de faire pousser sa drogue pour sa consommation personnelle? Et ben, sachez que c'est plus grave de faire pousser de la drogue chez vous, dans votre jardin, pour votre consommation personnelle. Voilà, sachez-le. C'est beaucoup plus grave. C'est vraiment très grave. C'est très, 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 très grave. C'est potentiellement vraiment des mesures qui sont jamais prises, mais c'est très grave. Aux yeux de la loi, ouais. Il y a tout à fait la vidéo de CBD Comics sur le sujet que j'ai pas regardé encore, mais oui. Est-ce que c'est plus grave de faire pousser son cannabis chez soi pour sa consommation personnelle ou de détourner des millions d'euros? Ah, c'est plus grave de faire pousser du cannabis. C'est simple. Et juste, même d'ailleurs, si jamais vous avez un plant de cannabis qui pousse chez vous, et vous êtes même pas au courant, ça, vous pouvez pas vous défendre comme ça. Hein. Vous n'avez pas le droit d'avoir... c'est une mauvaise herbe, pourtant. Vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit d'avoir de l'absinthe dans votre jardin. Ça, oui. Vous avez le droit d'avoir du pavot somnifère. Oui. Cannabis? Non. C'est jusqu'à 20 ans de réclusion et 5 500 000 € d'amende en peine maximale pour cultiver du cannabis. Voilà. 20 ans de prison et 7,5 millions € d'amende. Voilà. C'est ça la loi en France aujourd'hui. Donc moi je suis désolé, non, c'est significatif. Donc Marine Le Pen a pris moins cher. Après ça c'est la peine maximale. Mais qui est quand même bien vénère. Hein. Qui est quand même vraiment vénère. Vaut mieux aller acheter de la drogue à votre dealer. Hein. Vaut mieux aller en bas des tours, dans les halls d'immeubles, de nuit, alors qu'il y a le couvre-feu. Vaut mieux. Vous serez toujours moins emmerdé. Vaut mieux enrichir le réseau de la mafia plutôt que produire soi-même. Oui. Exactement. Voilà, sachez-le, hein, si vous le saviez pas, ça n'a aucun sens, mais on s'en fout. Vous savez, la répression sur la question de la drogue, c'est plus une question de contrôle social qu'une question de logique autre. Hein. Je vous laisse, je vais aller brûler mon jardin. Qu'en est-il du CBD? Tu as le droit de planter des plants de CBD chez toi. C'est-à-dire des plants de chanvre qui ont 0% de THC, je crois que c'est moins de 0,04, je crois. Tu as le droit d'en planter, mais par contre tu dois faire une déclaration en mairie et en préfecture du nombre de pieds, de machin, tu dois tout déclarer et potentiellement tu peux être contrôlé pour vérifier le taux de THC. Et si le taux de THC est supérieur, tu es un trafiquant de cannabis, auquel cas tu encours jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d'euros d'amende. Voilà. 0,3, ok. Non, dans les faits, c'est uniquement si jamais t'en fais vraiment une production industrielle. Mais par contre, souvent, t'as quand même des amendes qui sont assez importantes, qui sont de plusieurs milliers d'euros, de ce que j'ai regardé. Les gens prennent souvent quand même plusieurs milliers d'euros d'amende. Parce que, alors, du coup, je me suis fait une rétrospective, mais je suis tombé un peu, vous savez, dans ce qu'on appelle un rabbit hole. Du coup, il se trouve que pendant le confinement, beaucoup de gens ne pouvaient plus se faire livrer ou ne pouvaient plus aller chercher de drogue et du coup faisaient pousser de la drogue dans leur appartement. Et plusieurs ont été contrôlés par la police et arrêtés par la police et condamnés pour cela.
pour avoir planté chez eux. Parce que, par exemple, il y a un voisin qui a senti depuis son balcon, blablabla. Parce que la délation en France, ça marche très bien. Et c'est quand même rapidement, quasiment toujours, plusieurs milliers d'euros d'amende. Comment tu fais pousser avec moins de THC? Bah, faut des plants génétiquement modifiés, potentiellement, ou sélectionnés pour. Donc moi, encore une fois, moi je consomme pas de cannabis. J'en ai jamais fumé. Mais j'ai des amis qui sont consommateurs, et d'ailleurs j'ai des amis de toute classe sociale qui sont consommateurs, et ça me rend fou de me dire que ces gens-là sont aux yeux de la loi un vachement plus gros problème que des gens qui se bourrent la gueule à longueur de journée dans des structures et dans des endroits qui sont parfaitement légalisés. Moi, je trouve les gens qui achètent des 8-6 au Leclerc bien plus dangereuses pour la société que des gens qui fument des joints chez eux et qui font pousser ça dans leur jardin. Franchement, mais c'est délirant, quoi, vraiment. Donc on a un problème avec la drogue. Alors apparemment, il y a une vidéo de Stupid Economics qui en parle, et qui en parle très bien. Je l'ai pas encore vue, mais allez la voir, je suis sûr que ce sera très bien. J'ai vu les gens en dire que du bien. J'en ai beaucoup parlé avec Valentin de Stupid Economics, qui m'a quasiment spoilé la moitié de la vidéo. Donc je suis sûr que c'est très très bien. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais du coup, en Europe, on se retrouve dans des situations où ici, c'est potentiellement 20 ans de tôle, alors qu'en Allemagne, t'as le droit. Voilà. Donc bon. Il est permis d'avoir une plante chez soi en Belgique? Quand tu fais pour avoir une plante? Faut au moins faire, je sais pas, 10 semis pour être sûr qu'on ait une qui tienne et puis qu'elle soit du bon sexe, non? Ou ce soit un plant auto-fertile? Plusieurs, même si tu veux. Ouais, ça, on pourrait mettre tous les Français au jardinage, franchement. Mais c'est comme, par exemple, théoriquement, vous avez, euh, vous avez le droit de faire pousser du pavot somnifère. Vous avez même le droit de faire pousser du tabac en France. Hein. Vous avez juste pas le droit de scarifier les bulbes pour le pavot somnifère et vous avez pas le droit de récolter, faire sécher les feuilles pour confectionner des cigarettes avec en France. Plan de tabac. Donc, bon. J'aime pas l'odeur de la weed, mais je comprends le comparo. C'est complètement hypocrite et disproportionné la réaction weed vs alcool. Bah, je trouve. Hein. Moi, j'ai d'une famille où mes 4 grands-parents et mes 2 parents sont alcooliques, enfin, ou étaient alcooliques. Et sont morts de l'alcool. Bon, mes 4 grands-parents sont morts globalement de l'alcool ou des conséquences de l'alcool ou en lien avec l'alcool. Donc, comment vous dire que moi, je trouve qu'on a un problème d'alcool dans notre société. Est-ce qu'on a un problème de cannabis? Probablement, on a peut-être un problème de cannabis en France. Mais pourquoi les alcooliques, ils ont le droit à tout un tas d'établissements et des règles sociales qui font que c'est, dans beaucoup de situations sociales, vu comme quelque chose de positif, comme une obligation sociale parfois, dans certaines soirées, dans certains milieux, etc. Alors que le cannabis, c'est un stigmate qui est censé te rendre vraiment... vraiment... qu'on en ait fait quelque chose de disqualifiant, je comprends pas. Voilà. Et le tabac, bien sûr, le tabac... Au lycée, j'ai vu plus de potes vriller à cause de la bœuf qu'à cause de la picole. Ah bon? L'alcool, c'est quand même une drogue qui est incroyable. C'est qu'elle te rend absolument inapte à faire quoi que ce soit, mais elle te donne le sentiment d'être meilleur en tout. C'est fou.
Monté, comment tu réponds à l'argument que le but est d'enlever les privilèges de l'alcool plutôt qu'en donner au cannabis? Moi, je suis pour la légalisation de toutes les drogues. Je suis pour que on considère que toutes les personnes peuvent avoir toutes les tentations du monde, mais que par contre, si elles veulent en sortir, elles ont des parcours de soins. En fait, la criminalisation de la dépendance, ça empêche le parcours de soins. En fait, assez simplement. Alors la réponse, c'est est-ce qu'on a envie de punir les gens qui consomment ou est-ce qu'on a envie de soigner les gens qui consomment? Quand ça devient un problème de consommer. C'est ça en fait la question. J'avais aucun ami au lycée, donc j'ai pas connu tout ça. Ah bah désolé pour pas avoir d'amis, en même temps voilà. Oui, oui, j'ai compris cette histoire de, en fait, l'alcool c'est drogue de blanc, l'herbe c'est la drogue des immigrés, etc. Je comprends bien, mais aujourd'hui, enfin, tout le monde consomme. Tout le monde consomme. Le cannabis a plus de chances de déclencher une schizophrénie déjà latente chez les jeunes. Non mais je vous dis pas que le cannabis est un produit miracle et qu'il faut à tout prix en fumer et qu'il faut à tout prix en consommer. C'est pas ce que je vous dis. Mais bon, les opérations place net, etc., là, c'est ridicule, faut arrêter ça. Le plus dangereux pour la weed, c'est le milieu où ça t'emmène, non? L'alcool, tout ça. L'alcool te détruit mais t'emmène pas au gang. En fait, ce qui te pousse vers la criminalité quand tu es un trafiquant, c'est l'argent. J'écoutais un mec spécialisé, tiens, là-dedans, qui en parlait. En fait, là, le cannabis est un marché extrêmement lucratif parce que c'est un marché interdit et un marché souterrain. Si demain on légalise le cannabis, les gens qui vivent du cannabis vivront d'autre chose, feront absolument autre chose, puisque de toute façon, ce qui les intéresse, c'est l'appât du gain. C'est les seuils de rentabilité. En fait, c'est des rentabilités qui sont délirantes par rapport à des sociétés classiques. Et en même temps, si t'es un petit délinquant, il y a franchement moins de risques dans une société où la weed est légalisée de basculer dans la criminalité à cause de la weed que dans une société où... en fait, c'est le critère légal qui influe là, c'est pas le produit en tant que tel. Mais après, moi, c'est un discours que j'ai déjà eu plein de fois ici. Hein. Il y a plein de gens qui sont accros à des médicaments, à plein de médicaments. Et, et genre, c'est pas un sujet, quoi. Le nombre de personnes addictes aux opiacés, par exemple, au benzo, il y en a énormément. Ces gens-là, souvent conduisent des voitures, parcourent les rues, vraiment. Mais bon, là, c'est leur addiction, elle est pour beaucoup liée à des produits qu'on peut tout à fait acheter en pharmacie, quoi. Vous savez que vous pouvez devenir très facilement accro aux anxiolytiques, que vous pouvez vous faire prescrire à tour de bras hein, aujourd'hui, parce qu'on prescrit beaucoup d'anxiolytiques. Je crois qu'on est d'ailleurs les recordman d'Europe de consommation d'anxiolytiques. Et du tramadol, par exemple. Ça, c'est pas un problème. Genre, ça, c'est un non-sujet. Le tramadol, quelle odeur, quelle horreur. Ah, je trouve ça trop bien, le tramadol. Ça détend. C'est pas un antidépresseur, c'est un antidouleur, le tramadol. C'est un opiacé. Moi, je ne bois même pas de café, moi.
Je bois même pas de café ni de thé, moi. Ah, du sucre, par contre, j'en consomme dans des quantités. Par contre, c'est un délire. Ah bon, on a un problème de diabète, hein, aussi, hein, clairement. Hein. On se présente en tant qu'addict à une substance ou à un autre, il se passe quoi? Sevrage? Ça dépend des substances. Il y a des substituts pour certaines drogues. Pour d'autres, il y a un syndrome de sevrage, donc il faut faut pas arrêter d'un coup. Ça dépend. Ah, le sucre, c'est super chaud de réduire. C'est super dur. Et du sucre, il y en a partout. Il y en a partout, partout. Notre système de santé est-il prêt pour accueillir les gens en demande d'aide? Non. Non. Mais bon, est-ce que la place des consommateurs, c'est en prison? Je n'aime pas trop cette tendance à dédramatiser l'addiction au cannabis parce que l'alcool et le sucre. Parce que l'alcool et le sucre, c'est pire et légal. Ça reste une drogue dangereuse. Mais moi, je suis pas là pour dédramatiser. Enfin. Je sais pas comment vous le dire. En fait, si condamner. Si, enfin, vraiment, si mettre les gens en prison, ça dissuadait les gens de consommer, ça serait depuis longtemps. Il se trouve que c'est pas le cas. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question qu'on se pose. J'ai pas eu de mal à réduire le sucre. Bah, tant mieux pour toi. Tant mieux, écoute, que je te dise. Le substitut, c'est très souvent la souffrance et donc le maintien dans la dépendance. Non, mais il y a des drogues où il y a un syndrome de sevrage. Si t'arrêtes du jour au lendemain, tu peux mourir. C'est aussi pour ça qu'il y a des substituts qui existent. Comme, je crois que c'est la méthadone pour l'héroïne, non? Pour l'alcool, c'est l'alcool. Pour l'alcool, c'est moins l'alcool. Mais quand je m'étais renseigné sur les chiffres là, du foie, je crois que c'est un adulte sur trois en France qui a un foie pré-cirrhotique à cause du sucre. Vous savez que euh, un coca, c'est pire qu'une bière pour le foie, en indice glycémique. Non, pas en indice glycémique, en... Si? À vérifier. Un foie pré-cirrhotique, avant la cirrhose. Euh, en début de stéatose. Et il y a plein de trucs qui sont sucrés que vous ne sous-estimez. Par exemple, dans la tête des gens, genre le coca, c'est vraiment le produit sucré par excellence. C'est vrai, c'est extrêmement sucré le coca. C'est vraiment le produit sucré par excellence. Pour regarder au litre, des fois, la quantité de sucre dans une bouteille de lait végétal ou d'Actimel, elle est plus importante que dans le coca. Par exemple. J'ai fait des examens sanguins. Faut faire une échographie du foie pour le voir. Le foie, il brille à l'échographie.
Je sais parce que j'ai eu le cas il y a 1 an maintenant. Les jus de fruits. Les jus de fruits, le jus de fruits, c'est une bombe de ouf. Tabassez votre foie quand vous buvez du jus de fruits. J'ai vu les DLC pour Victoria 3, ouais, j'ai vu. Bah, imaginez-vous ce que c'est de manger 6 oranges. C'est beaucoup, hein. Bah, 6 oranges, c'est ce qu'il faut pour faire un grand verre de jus d'orange. Mais même pressé frais, en fait, peu importe. C'est bien d'avoir les fibres, mais en fait, les fibres. Bah, alors ça dépend si tu parles de smoothie, mais même si c'est un jus de fruits pressé frais, ce qu'il te faut, en fait, c'est quand tu manges, t'as toutes les fibres qui vont avec. T'as le fait de mâcher, etc. T'as plein de choses qui font que. Qui font aussi, par exemple, que les fibres aussi. Toutes les fibres que tu manges vont ralentir la montée de glycémie aussi. Sauf que c'est du fructose, du sucre non raffiné, il vaut mieux manger l'orange entière. Si on mixe les fruits, ça détruit les fibres. Moi, dans ce que j'avais vu récemment, c'est que déjà, ça en détruit une partie. Parce qu'en fait, euh, quand les fibres, elles sont exposées à l'air libre, quand elles sortent du fruit, alors de ce que j'ai lu, hein, je suis pas nutritionniste, elles peuvent déjà s'oxyder beaucoup plus facilement. Donc elles peuvent perdre en qualité, elles peuvent potentiellement aussi se transformer. Parce que ce qui est contenu dans le fruit est protégé jusqu'à ce que ça arrive dans ton estomac. Alors que quand tu mixes et que tu mélanges et que tu en fais du jus, c'est potentiellement exposé à l'air libre. Et donc ça a des impacts aussi sur le plan apparemment moléculaire. Et puis le fait de mastiquer, apparemment, ça apporte aussi quelque chose en termes de comment fonctionne ton corps, etc. C'est pareil si tu coupes ta pomme. Ouais, enfin, le fruit, c'est coupé à un tel point que ce qui est solide est liquide, quoi. Là, quand tu coupes ta pomme, ouais, tu la coupes en quatre, ouais, salut, enfin, c'est pas vraiment comparable, quoi. Mais là, par exemple, j'ai mangé une poire. Là, parce que j'avais faim, on n'a pas beaucoup mangé à midi, j'ai mangé une poire, je suis calé de ouf. Ça m'a calé de ouf. Euh, une poire en jus, c'est quoi? On récupère le jus de la poire, il reste pas grand chose, hein. Il m'en faut 4 ou 5 pour faire un verre. L'indice glycémique, ça n'a aucun effet néfaste à part pour les diabétiques. Ça favorise pas l'insulinorésistance? Et donc le diabète? Et donc aussi l'obésité? Ça se conserve bien les poires? Oui. Le coca, c'est 10 grammes de sucre pour 100 millilitres. Ouais, il y a beaucoup de soda ou c'est plus, effectivement. Vous me dites que la glycémie n'a aucun rapport avec l'obésité, apparemment. Bon. Ah, du coup, c'est quoi le problème du sucre? Moi, mon père, il a acquis le diabète. Hein. Enfin, mon père, il avait pas le diabète avant, il l'a acquis. Ma belle-mère aussi, parce qu'ils bouffaient tous les deux sucré à fond, quoi. Et ils sont devenus insulino-résistants.
Alors si tu me dis que c'est pas le cas et que en fait ça n'a rien à voir, je suis curieux parce que il y a bien un rapport entre la glycémie et l'obésité. Ok. Je sais plus, c'est un lait végétal que j'avais regardé genre au Lidl là, qui avait une quantité de sucre. Je pense que c'était pas le lait de soja ou le lait d'amande. Je sais plus. Lait de riz peut-être, ouais. Boire un verre de coca rendu tiède et toute personne qui le goûtait le trouvait très sucré par rapport alors que le froid anesthésie nos papilles. Ouais, il y a aussi des fois quand tu manges un truc très sucré, quand tu bois après, ça a plus... Genre tu manges des crêpes, tu bois du coca après, ça a le goût de l'eau. Bah moi je pense que j'ai été victime, comme beaucoup de gens ici qui ont mon âge, du marketing de mon époque, c'est-à-dire, enfin mes parents en l'occurrence. Où on t'expliquait à l'époque à tour de bras que pour être un parent responsable, il fallait doter ses enfants d'une alimentation riche en céréales, et notamment en céréales transformées. Donc moi, genre, je bouffais des Frosties et des Choc à Pic, mais à fond, à fond, à fond, dans du lait quand j'étais gamin, et la quantité de sucre que c'est démentiel. Des Frosties, c'est des céréales frits sur lesquels on rajoute du sucre glace, quoi. C'est un truc de fou. Avec, oui, c'est le repas le plus important de la journée, plus t'en manges, mieux tu vas. Avec des tartines de Nutella sur du pain de mie, sur du pain de mie brioché aussi bien sucré, à l'huile de palme. C'était ça toute mon enfance. Et moi, mon cerveau, direct, moi, de toute façon, il y avait des carrés de sucre dans mes biberons quand j'étais gamin. Moi, mon cerveau, il a grandi avec une addiction au sucre immédiate, quoi. Et on est beaucoup à avoir grandi dans dans ce genre de cas et du coup c'est des comportements alimentaires qui sont extrêmement intégrés et qui en plus sont même nostalgiques quoi. Comment t'as fait pour t'en débarrasser? Moi je déjeune plus, moi. Je déjeune pas le matin. Moi ça me fait culpabiliser maintenant de bouffer aussi sucré. Parce qu'en plus ça, tu te sens pas bien, t'as un coup de bambou après, t'as la chiasse, t'es constipé, ça te baisse tout quand tu manges trop de sucre. Moi, je me lève, je mange direct là ce midi. Ce matin, ah non, ce matin, j'ai pris. Après, on a la culture du petit déjeuner sucré en France. Enfin, genre les produits de boulangerie.
c'est des gens qui vendent du sucre. Hein. Ils vendent du sucre au gras. Hein. La boulangerie, le principe même de la boulangerie, c'est de vous vendre du sucre. Hein. Alors du sucre sous des formes qui sont vachement cool et qui sont vachement bonnes. Moi, j'adore les pains suisses hein, ou les pépitos, appelez ça comme vous voulez. Voilà, les croissants, les pains au chocolat, c'est super bon. Et les choux à la crème, c'est super bon. Mais bon, vous retirez le sucre, les boulangeries elles ferment. Hein. Et c'est de la farine, du sucre et du beurre, hein, vraiment. Meilleur, c'est les beignets. Les beignets fourrés. Parce qu'en plus, c'est frit. Par-dessus tout, c'est frit. C'est encore meilleur. Ah, Paris-Brest, ouais. Ah non, mais c'est pas l'avoir un plaisir sucré mais de la journée, c'est pas ce que je dis, mais on a cette culture du genre du pain au chocolat ou du croissant tous les matins. C'est plutôt un mauvais réflexe alimentaire. Il y en a qui mangent des viennoiseries tous les matins, oui. Certains contextes professionnels, ouais. T'en as tous les jours. Moi, je bossais dans l'hôtellerie, par exemple, en Autriche. J'ai pris du poids à cause de ça. J'en avais à volonté. Je veux voir que la génération suivante de la mienne se remet en question par rapport à tout ça. Bah écoute, oui, on va voir. Hein. Et l'action du beurre. Après, le beurre, il faut savoir que le beurre, ça a d'autres effets. Apparemment, il y a des molécules qui sont intéressantes aussi sur d'autres aspects et tout. Euh, selon d'où provient le beurre. Hein. Selon les méthodes d'élevage aussi. Mais ouais. Le beurre, c'est bien. Moi, maintenant, je cuisine de plus en plus à l'huile d'olive. J'essaye toujours un peu d'équilibrer oméga 3, oméga 6, oméga 9. J'essaye toujours un peu d'équilibrer. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu conseillé de mettre un peu d'huile d'olive dans votre beurre pour éviter qu'il brûle. Voilà. La margarine, non, la margarine, c'est. En gros, c'est de l'huile de. C'est quoi? C'est de l'huile de tournesol ou de lin sous aspect solide, non? En fait, il faut prendre les non hydrogénés. C'est ça l'astuce. Oui, il y a des huiles d'olive différentes, oui. Il y a aussi des huiles d'olive qui sont vendues comme huile d'olive alors qu'il n'y a que 20% d'huile d'olive. Il y a la question de la graisse de canard aussi, qui est pas si pire la graisse de canard. C'est ok la graisse de canard. Oh, j'ai découvert l'année dernière qu'on pouvait cuire un steak au beurre plutôt qu'à l'huile. Bah non, bah oui, oui, heureusement.
Parle pas assez des dangers du monoxyde de dihydrogène. Bien sûr. Pour moi, une purée maison, c'est une purée au beurre. Il y a des gens qui la font au lait aussi. Une bonne purée maison, c'est une purée au beurre aussi, je trouve. Mais avec on peut mettre un peu de lait ou un peu de crème aussi pour. J'essaie d'éviter la crème aussi. C'est super gras la crème, putain. Et alors, le plus banger quand vous faites de la purée, c'est de faire les patates au four. Si vous avez le temps, vous faites les patates au four. Ah, c'est meilleur de ouf. Vous les faites rôtir au four, vous les faites ramollir au four, et après vous les écrasez avec du beurre. T'es pas obligé de mettre du lait, non. Non, tu peux mettre que du beurre. Ça concentre le goût, ouais, tout à fait. Trop bon les patates, c'est très très bon et c'est très recommandé nutritionnellement. Avant, on les interdisait dans les régimes. Bah ouais, j'ai toujours entendu moi dire moi que les patates c'était pas ouf. J'ai toujours entendu dire que c'était pas ouf moi les patates. Enfin, que c'était pas ouf pour le régime, que c'était trop calorique. J'en mange énormément de patates. Hein. Mais faut les manger avec des légumes peut-être. Oui, souvent c'est conseillé de manger des légumes aussi. Oui. T'as un ado de 14 ans qui a décidé qu'il n'aimait plus les patates. Putain, c'est raide. Pareil, moi, un truc qui est contre-intuitif, ou c'est en fait c'est pas si pire en termes de pour la santé, faut pas non plus en bouffer des caisses, c'est la mayonnaise. La mayonnaise, souvent, ça va. C'est gras, c'est calorique, hein. Mais souvent, c'est pas du si mauvais gras que ça. Ça dépend des mayonnaises. Si tu fais une mayonnaise chez toi, souvent, c'est ok. J'ai faim maintenant. Bah, moi, j'ai fait mariner à midi un coq dans du vin, là, avec des carottes et des oignons. Je l'ai découpé, puis je l'ai fait mariner. Vous mettez la moutarde au frigo? Oui.
Le truc top, c'est la patate douce. Ah, j'aime pas trop. Je suis beaucoup moins client. Il y a une news sur le mec qui t'a entubé, l'artisan, là. Bah oui, il va bien. Hein. T'inquiète, il va bien, il continue de faire ses bails, y a pas de problème. Tu veux qu'il y ait quoi d'autre comme nouvelle? Ça me coûte 120 € de prêt par mois, 60 € pour rembourser la somme et 60 € d'intérêt à la banque. Donc ça me coûte énormément d'argent, mais bon. Ouais, n'hésitez pas à donner de l'argent sur Tipeee surtout, hein, bien sûr. Hein. Pendant 8 ans. Je crois. 8 ans, 10 ans. Je sais plus. Moi, je mets de l'ail partout. Hein. Vous parlez d'ail, là, moi, je mets de l'ail partout. Hein. Et en très grande quantité. Hein. Je fais arnaquer sur quoi? Un artisan qui a pris un acompte pour réaliser une dalle et il a fermé sa boîte. Combien de gousses? Beaucoup. Très, très facile entre une demi-tête et une tête par plat. Alors, frais ou cuit, plus souvent c'est cuit, mais ça peut être frais, par exemple dans les haricots verts, c'est bon. Dans les tomates. Faire en bruschetté. Tu dois quand même le payer. Bah, non, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est quand vous versez un acompte, l'argent a été versé. Et après, il ferme la boîte, c'est oh bah l'argent il a disparu. Et voilà. C'est comme ça que ça marche. La personne qui me doit de l'argent n'existe plus. Puisque la personne qui me doit de l'argent, c'est la société. Et la société a été fermée, donc la société n'existe plus. L'ancien gérant de cette société, lui, existe encore. Et lui a bien profité de cet argent. Et il continue ses activités. Il n'a pas été interdit de diriger une boîte, mais non, personne ne l'a poursuivi. Personne. Ouais, j'ai fait des vidéos pour en parler, donc je vais vous le dire en deux, mais moi, il aurait fallu que je paye 2000 € d'avocat pour faire condamner un mec qui jamais de la vie ne me remboursera ni ces 2000 €, ni les quelques, à peu près 10 000 € que ça m'a coûté. Un peu moins, mais en fait, avec les intérêts et les machins, en fait, si. Donc, si jamais j'avais l'argent, je pourrais le faire condamner pour l'honneur, et peut-être qu'il serait interdit de diriger une société, auquel cas il demandera à sa femme de passer à 51% et continuera ses activités sans problème. Puisqu'en fait, quand en France on est condamné, interdit de gérer une société, on peut toujours être actionnaire minoritaire d'une société. On n'est pas interdit d'être actionnaire, on est interdit d'être dirigeant, d'être majoritaire. Il suffit juste de se mettre à 49%. Il se trouve que j'ai pas 2000 € pour faire condamner quelqu'un pour la gloire. Donc, du coup, il sera jamais condamné. Pourquoi il les rendrait s'il n'est pas condamné? Mais encore une fois, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est pas l'artisan qui me doit l'argent, c'est sa société. La société n'existe plus. Alors oui, dans les faits, c'est l'artisan. Enfin, dans les faits, je veux dire, dans les faits, l'artisan et la société, c'était une quasi-superposition. Et d'ailleurs, toute la question, après, ce serait de si on porte plainte contre lui directement, en expliquant qu'il y a eu confusion des patrimoines, et blablabla. L'avocat, il me l'a expliqué. Mais l'avocat m'a dit, moi, je vais vous le dire très honnêtement, les artisans, j'en poursuis tout le temps. Récupérer de l'argent, ça m'arrive très rarement. De toute façon. Donc,
C'est très difficile en France de récupérer. Si jamais tu récupères, ce sera peut-être dans 10 ans. Et encore, t'es pas sûr de récupérer quoi que ce soit. Pas sûr qu'il soit condamné. S'il l'est, il aura très largement le temps d'ici là de s'organiser pour que ce soit indolore pour lui. Donc, ciao. C'est une pratique très courante, oui. Très 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 courante. Il n'y a pas d'assurance pour ce genre de souci, non. Non, les travaux n'ont jamais été réalisés. Il y a des assurances pour les travaux qui auraient été réalisés, mais là, les travaux n'ont même pas commencé. Il n'y a pas d'assurance pour les travaux qui n'existent pas. Et surtout, je suis pas le premier. En fait, c'est tout le problème. C'est que quand il y a eu recouvrement, moi, on en a eu un courrier. On a reçu un courrier pour se déclarer créancier, etc. Nous, on n'est pas prioritaire. D'abord, ce qui est prioritaire, c'est l'État. Ça, c'est d'abord, c'est les impôts puis les salaires, ou l'inverse, ou les salaires puis les impôts, puis ensuite il y a l'URSSAF. Ensuite, il y a les entreprises, et en toute bout de chaîne, il y a les particuliers. Donc, d'ici que l'État se serve, que les salaires soient remboursés, que les cotisations sociales soient recouvrées, et que les professionnels à qui devaient quand même quasiment 100 000 euros soient remboursés, moi j'ai le temps de voir venir. Hein. Le bouche à oreille pour les artisans, c'est obligatoire. Mais moi, j'ai pris des gens qui étaient en bouche à oreille, recommandés par d'autres artisans, mais artisans que l'artisan a lui-même niqué, en fait. La peur n'évite pas le danger. Voilà, comme on dit. Et puis d'ailleurs, vous savez que les artisans peuvent vous présenter une décennale, mais dès l'instant où ils arrêtent de payer, cette décennale ne vaut plus rien. On peut vous présenter un papier tout à fait légitime, legit, mais qui n'a plus de valeur en fait, qui ne correspond plus à un contrat en cours. C'est aussi ça la baise. Et c'est légal du coup. Ah mais non, c'est pas légal. Non, c'est pas légal, mais tu ne peux pas poursuivre quelqu'un qui n'existe plus. Et quand t'es pauvre, t'as pas les moyens de payer les avocats pour faire condamner quelqu'un pour la gloire. Donc il y a un monde dans lequel la justice se saisit toute seule pour régler des injustices et pour empêcher quelqu'un de sévir. Alors pour en arriver là, il faut que la personne ait vraiment volé beaucoup d'argent à beaucoup de gens et pendant très longtemps. Et dans ces cas-là, elle pourra peut-être éventuellement être condamnée et même faire de la prison. Il y a un artisan de fougère qui s'est arrivé. Et puis, quand il est sorti de prison, il a fait ouvrir une société au nom de sa femme, et puis il recommence à bosser, et puis il recommence à voler les gens, et puis d'ici là, que ce soit réétabli, et machin, bon, il a bien 5 ou 10 ans devant lui, pendant lesquels il peut voler, et personne n'ira lui saisir sa maison, quoi. Personne n'ira lui saisir le terrain, sa maison, qui s'est acheté avec l'argent volé. Voilà, globalement, hein. Bah, il avait, je sais pas s'il avait vraiment organisé son insolvabilité, mais en tout cas, il ne possédait rien à lui-même. Il ne possédait rien dans son nom. Tout était au nom de sa femme, de sa société. Il était locataire de la maison, il n'était pas propriétaire. Une partie du matériel n'était pas en son nom, etc., etc. Donc, de toute façon, il s'était débrouillé, hein. Mais la question de est-ce que ça arrive tout le temps, mais c'est le fonds de commerce de Julien Courbet tous les jours sur M6. Tous les jours sur M6, Julien Courbet, c'est ça les bails. C'est oh mon Dieu, une maison, vous devez censé finir notre maison. Vous avez pris, des fois c'est des promoteurs hein, qui te prennent 250 000 euros pour faire une maison et ils coulent la dalle. Ça apparemment c'est un gros truc à Fougères dans les artisans de Fougères. Il vient, il coule la dalle. Donc ça lui coûte juste le prix de couler la dalle. Donc le chantier est en cours. Il faut savoir que tant que le chantier est en cours, vous ne pouvez pas faire appel à d'autres artisans. Vous pouvez les poursuivre
si jamais ils sont en retard, mais si alors maintenant il faut pour ça que maintenant s'il n'y a plus de mention de durée dans les contrats, il y a des durées un peu légales qui s'imposent. Mais globalement, c'est si jamais les travaux sont en cours, ça te bloque le chantier. Moi, c'est le problème que j'ai eu avec l'artisan, c'est qu'à bout d'un moment, il ne voulait pas lâcher le contrat, il voulait pas rembourser la compte et il voulait pas lâcher le contrat. Et moi, j'avais légalement pas le droit de prendre quelqu'un d'autre. Alors qu'il avait abandonné le chantier. Et ça, l'avocat me l'avait bien dit. L'avocat m'a dit, mais par contre, si demain il se pointe avec une bétonnière et que vous avez commencé à faire les travaux par quelqu'un d'autre, parce que lui-même ne les a pas fait, s'il n'a pas été reconnu coupable d'abandon de chantier, etc., c'est vous qui êtes en tort. Donc en fait, comme ça, tu bloques le chantier et tu fais mariner les gens pendant des mois et des mois. Oui, on va intervenir, t'envoies quelqu'un une journée, puis t'envoies quelqu'un une demi-journée, histoire de faire courir le délai. Et puis quand t'as amassé assez de thunes, on n'a plus de thunes, bah là là, ciao. C'est quoi la logique sur le fait que tu puisses pas chercher quelqu'un d'autre? En fait, tu peux, mais c'est toi qui romps le contrat de ton côté, auquel cas tu ne peux pas récupérer ton acompte. Alors que ton acompte, tu le récupères. En fait, c'est toi qui es en tort, c'est toi qui ne respecte pas la part du contrat. Si jamais tu te mets d'accord avec un artisan pour qu'il fasse des travaux chez toi, c'est à lui de faire ses travaux. Tu peux pas prendre quelqu'un d'autre entre-temps. T'as signé, t'as signé. Sauf si l'une des deux personnes se retire du contrat. Si l'artisan se retire, il doit te rembourser l'acompte, potentiellement avec des pénalités de retard, avec des pénalités parce que pour tous les jours où il est pas venu. Si c'est toi qui te retires du projet, enfin du contrat, tu ne peux pas récupérer ton acompte. Donc du coup, l'artisan, ce qu'il fait, c'est qu'il bloque le chantier, il a l'acompte, et si t'es pas content, bah, c'est à toi de te retirer du contrat, comme ça il garde l'acompte et il peut le garder légalement. Ou alors, il faut que tu fasses... l'acompte, souvent, c'est un tiers du chantier. Et souvent, les chantiers, ça, c'est toujours en dizaines de milliers d'euros. Donc c'est ça, toujours le fond du bail. L'idée de base. Et c'est vieux comme le monde, hélas. On connaît des histoires, j'en entends tous les jours là-dessus. Alors on te dit, lui il est connu comme le loup blanc, lui nous on arrête de le fournir parce qu'on sait qu'il c'est un mauvais payeur, on sait qu'il vole les gens, mais du coup il se fournit chez un autre. Un tiers pour un acompte, c'est assez classique, ouais. Ce qui est fou avec les artisans, c'est que ceux qui taffent au black sont parfois beaucoup plus réglo. Ah, mais évidemment. Après, si je peux me permettre, quasi tous les artisans qui sont venus ici, nous ont tous proposé de bosser au black. Ou de faire une partie au black. Tous. Enfin, quasiment tous. Vraiment, à part 2 ou 3 qui vraiment devaient justifier d'un certain CA de leur société en début d'activité pour qu'ensuite ils puissent acheter un utilitaire et emprunter de l'argent à la banque pour ça. Auquel cas, ils ont besoin d'un gros chiffre d'affaires, donc ils ont besoin de faire entrer du cash dans la société. Tous nous proposent. Et tous nous proposent en plus en disant je te retire les 10% de TVA et tu me payes au black. Alors qu'en réalité, eux, ils économisent pas que la TVA. Ils économisent aussi les cotisations sociales, ils économisent les impôts, ils économisent tout. Ils économisent un montant beaucoup plus important que juste les 10% de TVA. C'est vachement plus important que ça, hein. Encore, là, on parle juste des pratiques commerciales. Est-ce qu'on pourrait aussi parler des pratiques artisanales en tant que telles? Là, c'est autre chose. Quand les travaux sont très mal réalisés et que la société que tu veux poursuivre n'existe plus, tu te retrouves potentiellement... Moi, ça va, ça n'a pas été mon cas, mais du coup, à un moment, la plomberie, j'y arrivais plus. J'étais en galère. Vraiment, j'étais en burn-out de la plomberie. Du coup, on a fait venir 3 artisans qui m'ont globalement expliqué qu'il fallait absolument tout refaire, retirer tout le placo, tout reposer... blablabla, est-ce que vous comprenez ceci, machin, et surtout beaucoup d'histoires, où j'en avais parlé avec un chef de chantier qui m'expliquait, mais vous vous rendez pas... la plomberie, sur les litiges, c'est potentiellement le plus destructeur, parce qu'une fuite dans un doublage, vous n'avez pas le droit de mettre de raccord dans le doublage. Voilà. Les raccords doivent tous être accessibles. Des raccords dans le doublage, il y a plein de plombiers qui en mettent. Vous vous en rendez compte quand? Vous vous en rendez compte quand le rail
qui tient votre plafond à rouiller et que votre plafond se fissure, voire est en train de vous tomber sur la tête. C'est à ce moment-là que vous vous en rendez compte. Ça fait 2 ans que ça fuit. À ce moment-là, plus personne à poursuivre, il faut tout refaire. Sauf que vous habitez dans la maison, ça vous coûte pour 20 ou 30 000 euros de réparation, et il n'y a plus de société et là vous vous rendez compte que la décennale n'était pas bonne, qu'elle était fausse, ou j'en sais rien. Ça, apparemment, c'est classico. Vraiment classico dans la plomberie. Donc quand on dit ouais mais faut pas bosser avec les gens qui sont au black parce qu'il n'y a pas d'assurance, il y a ici beaucoup de cas où, au fait, tout papier d'assurance que vous pouvez avoir, vous serez couvert de rien. Donc, on en est là. Vous pouvez, enfin vraiment, vous pouvez faire confiance à personne. Et puis les artisans, là, moi j'ai eu le cas sur un chantier à amiante. On a réussi à coincer l'artisan un peu. Ça, je crois que vous l'avez raconté, mais je suis même pas sûr. Il y a eu une tempête. On a eu une tempête c'était cet hiver. Du coup, il y a un morceau du pignon au niveau de la toiture, du bardage, qui s'est envolé. Et on a perdu des ardoises. On a perdu très exactement 5 ardoises pleines et 3 demi-ardoises. On fait venir un gars pour le toit qui nous est recommandé. Le gars nous fait un devis à 1001 euros. L'assurance couvrait 1000 euros. Heureux hasard. Un couvreur, exactement. Heureux hasard. Il y en avait pour 1/3 de intervention sur amiante. Le gars, le jour où il est intervenu sans équipement anti-amiante. Vraiment, il montait avec sa bite et son couteau. Ça lui a pris 1h30. Il est rentré chez lui. Il nous envoie la facture de 1000 balles. Et là, l'assurance, moi je les ai eu au téléphone, je leur ai dit, parce que c'est l'assurance qui a validé le devis. Moi je leur ai dit, non, auprès de l'assurance, moi je leur ai dit, écoutez, moi je paye que la franchise. De toute façon, moi j'ai la franchise à payer 200 balles. Donc de toute façon, que vous payez 600 ou que vous payez 1000, moi je paye pareil. Mais bon, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vraiment vous faire enfler là quand même. Hein. Enfin, le gars... Et en plus, il a laissé toute l'amiante sur place. Alors du coup, on a réussi, on les a rappelés, on leur a dit, etc. avec l'assurance, parce que du coup, forcément, on lui courait après la facture, il voulait nous mettre les pénalités de retard, parce qu'on payait pas dans les 30 jours, parce que l'assurance ne nous avait pas répondu. On s'est retrouvé en gros à faire sauter la ligne du devis intervention sur amiante, parce que le gars est intervenu sans équipement pour anti-amiante, qui te fait payer un équipement qu'il n'a pas acheté et qu'il n'a pas utilisé. Donc on l'a fait sauter. Par contre, il a dit, comme dans la ligne du devis, il n'y a pas récupération de l'amiante, légalement, je suis pas tenu de la récupérer, c'est à vous de vous débrouiller avec. Donc moi, j'ai encore plein d'amiante pété dans mon terrain, là, derrière chez moi. Et le gars, en gros, il a pris 1000 balles pour 1h30, quoi. Il fait 2 chantiers, il fait en gros... un chantier comme ça, il paye son salaire. Il fait 2 chantiers comme ça, il paye son salaire du mois. T'as plus qu'à l'enterrer, un grand classique. Tout le monde nous l'a proposé, ça aussi. Tout le monde nous a dit, vous savez, je connais un gars. Voilà, si vous occupez vous-même de l'amiante, globalement, vous payez 3 mécos noirs pour qu'ils vous les retirent, qu'ils les mettent dans des sacs poubelles. Vous enterrez ça au fond du jardin. Personne n'ira vous emmerder. C'est pareil, on a plusieurs artisans qui nous l'ont absolument proposé. Hein. Si tu te fais choper, tu vas prendre le max. Et arrêtez voir, personne ne se fait choper de rien là-dedans. Arrêtez, enfin... On a une justice beaucoup trop en mauvais état pour que qui que ce soit puisse être inquiété de quoi que ce soit en la matière. Il y en a peut-être un qui vont se faire choper sur 50, il y en a un qui va se faire choper, quoi. Tu parles, le risque vaut très largement la chandelle pour la plupart des artisans, que ce soit pour voler les clients, ou que ce soit pour avoir des mauvaises pratiques commerciales. Mais vraiment, sur mauvaises pratiques artisanales, on m'a proposé des trucs de zinzin. Et après, je pense que beaucoup de gens le font par ignorance. Vous savez, les murs sont plus larges à la base qu'en haut dans une vieille maison. C'est normal, c'est comme ça. Parce que il y a besoin de beaucoup plus de pierres et on monte comme ça. C'est normal. Il y a un maçon qui m'a proposé de disquer le mur à la base pour le remettre droit. Tu fais ça?
alors que ton mur en pierre porte l'intégralité de ta charpente en chêne, mais ta maison, elle peut s'effondrer. Alors, elle s'effondrera pas tout de suite, hein. Peut-être qu'elle s'effondrera dans 5 ans, mais ta maison, elle va s'effondrer, quoi. C'est absolument inconséquent de proposer ça. Bah là, bon. Vas-y. C'est un mur porteur derrière moi? Là? Partout. Oui, de toute façon, partout ici. C'est une longère, donc tous les murs sont porteurs ici. Tous les murs que vous pouvez voir à la caméra sont porteurs. Oui. Effectivement. Mais après, il y a, vous savez, pour économiser des matières premières aussi, il y a des gens qui font des trucs de zinzin. Par exemple, faire un plancher béton, il y a un calcul de force qui doit être fait par rapport à la force des murs, etc., pour être sûr que votre dalle béton puisse être tenue par vos murs. Mais en fait, qui va venir contrôler que vous mettez bien le nombre de poutres qui a été fait par le calcul de force du bureau d'études? Personne. Le chef de chantier? Mais même pas. Moi, mon expérience du chef de chantier, c'est que c'est le pote des artisans qui s'entend avec tous les autres artisans pour savoir quel pote il va mettre sur quel dossier et à combien il va prendre au gars. Enfin, nous, on a vu 2 chefs de chantier, dont un il est venu, je l'ai déjà expliqué 1000 fois, mais je vous le réexplique. Ouais, le cas des fenêtres. Le cas des fenêtres est incroyable. Déjà, le gars m'explique que nous, il va falloir faire x2 sur le budget travaux, alors qu'on peut juste pas emprunter plus. Parce que aucune chance qu'on arrive à faire les travaux qu'on veuille faire. Le gars, il était courtier en travaux. Chef de chantier et courtier en travaux, donc il est censé trouver le meilleur rapport qualité-prix pour toi. Bon, il se trouve qu'en fait, il appelait juste ses 3 potes, et que ces 3 potes surfacturaient très allègrement les clients. Le cas des fenêtres, il est incroyable. Le commercial, déjà, il débarque avec genre sa putain de Tesla, là. Commercial des fenêtres. Il me fait venir un gars à 1 heure de route de chez nous. Merci Firon pour le sub. Il fait venir le gars, il venait de la Manche. Je sais plus où, il était à 1 heure de route. Pour les fenêtres. Le gars, il me dit, il n'y a que 4 coloris possibles. Chêne doré, je sais plus quoi, chêne irlandais, noir, noir anthracite, et je sais plus un autre. Bon, les 4 coloris qu'on voit les plus courants, quoi. Les plus standards. Peut-être du blanc. Et il me dit, c'est simple, il y a que ça. Et le gars, il me fait le courtier, parce que nous, on voulait un aspect bois. On voulait PVC et aspect bois. Parce que PVC est beaucoup moins cher. Le bois était beaucoup trop cher à ce moment-là. Début de la guerre en Ukraine, il n'y avait plus de bois, il y avait des ruptures de bois, donc le bois était devenu trop cher. Donc on a juste la porte en bois, parce que la porte est sur mesure, donc la porte est en bois. Mais les fenêtres sont en PVC. Et on voulait du noyer, effet noyer. Et pour avoir un bois un peu plus sombre. Et le gars nous dit, j'ai fait le tour de tous les artisans de Fougères. Ce que vous demandez, ça n'existe pas. Donc du coup, il me fait venir un gars de la Manche pour m'expliquer qu'il faut tout mettre en chêne clair et que ça va me coûter, je sais plus c'était quoi le montant, genre 20 000 euros. Je sais plus ce que c'est, mais ça va être genre dans les 20 000 euros. Je suis allé voir mon voisin. Je lui ai dit, tiens, tes fenêtres, elles viennent d'où? Ils m'ont dit, ah bah c'est simple, elles viennent de Solabay. Le père de ma femme, il bosse là-bas, machin, va voir. Je suis allé voir à Solabay, j'ai fait venir le commercial de Solabay. Il faisait le noyer qu'on voulait, et pour faire l'intégralité de la maison, ça nous coûtait 30% moins cher que le devis de l'autre gars, qui nous faisait tout en standard. On n'avait pas le choix des coloris, de rien, de machin. Bon bah je me suis dit que le courtier en travaux, il courtait pas grand-chose, hein. Paradoxalement. Je pense que surtout, il faisait venir des potes à lui, qui faisaient bien croquer, qui prenaient vraiment de très grosses marges, et qu'en fait, il était chef de chantier de mes couilles, et qu'il était courtier de mes couilles. Voilà. Il y avait une usine à Fougères. Ouais, maintenant, ils font plus que de la pose, tout à fait. Donc, je me suis dit, c'est un peu des voleurs.
Donc je vais arrêter juste de bosser avec lui. Voilà. C'était courtier de ses potes. Et c'est ce fameux courtier qui m'a fait venir le maçon qui voulait disquer le mur. Voilà. Alors me dire, moi ça fait 20 ans que je fais des travaux, j'ai l'expérience, je suis un BG. Bah au bout d'un moment, non. T'es un voleur. Ton boulot c'est de voler. Voilà, tu me rajoutes un intermédiaire pour me voler. La boîte de la Manche, je crois que je le connais, c'est un sacré escroc. Ah bah en tout cas, il était content, il était en mode machin, il voulait négocier pour moi des trucs de ma maison à vendre avec d'autres potes en mode regarde, si je te les ai négociés à 150 euros, je t'ai vendu tout tes râteliers en bois à 150 euros. Tu m'as rien demandé, je te l'ai fait parce que regarde, je suis trop fort. Ouais, mais si t'es trop fort pour escroquer un gars au téléphone devant moi, qu'est-ce qui te fait pas dire à un moment connecte espèce de connard que je pense que tu vas me voler aussi? Bah je sais pas. En l'occurrence, c'est ce qu'il essaie de faire. Donc moi, les courtiers en travaux, les chefs de chantier, les machins, écoutez, pour les travaux publics, je veux bien. Pour les petits chantiers chez les particuliers, surtout si t'es un peu jeune, que t'es pas de la région, clairement, faut juste pas... Partez du principe qu'il va vouloir vous voler. Après, moi, le plus délirant que j'ai eu, c'est le plaquiste qui est venu, qui nous a dit qu'il y avait pour 45 000 euros de placo à faire. La maison ici, le rez-de-chaussée, 15 000 euros, 45 000 euros de placo d'isolation, moi je vous le dis. Hein. Mais après, on a le label RGE. Hein. Ah, donc le label RGE, ça veut dire que tu fais x3 sur le devis, d'accord. Incroyable. Bah d'accord, tu m'as pris pour un Américain ou quoi, là? Et il faut être sur le chantier tous les jours. Bah ça, c'est évident, il faut être sur le chantier tous les jours pour repérer... Bah, par exemple, un truc con, moi, nous les maçons bossaient plutôt bien, mais ils regardaient pas trop les plans. À un moment, ils ont inversé la place de la baie vitrée et de la baie fixe. Et je leur ai dit, bah non, regardez les plans, va falloir refaire, là. Vous mettez la baie vitrée pas au bon endroit. Donc, ils ont dû refaire. Ils avaient commencé à faire le truc au bon endroit. Après, ils ont été arrangeants en l'occurrence. Ils m'ont fait faire des travaux de décaissement qu'ils m'ont pas fait payer parce qu'il y avait un gars qui leur devait un service, etc. Et eux, ça les arrangeait de le faire maintenant, etc. Donc eux, ils étaient plutôt arrangeants. Après, c'est un autre système. Là, c'est un système où eux, ils sont en micro-entreprise et moi, je paye que la main-d'œuvre. Je paye tout le reste en direct. Donc je paye la TVA sur tous les matériaux. Pour moins de 1500 euros, je me déplace pas, c'était un chauffe-eau à réparer, résultat, j'ai réparé moi-même. 1500 euros, c'est même pas le prix d'un chauffe-eau. Le prix d'un chauffe-eau, ça coûte beaucoup moins cher. Pour 1500 euros, t'as un chauffe-eau neuf. Ça t'a coûté 80 euros de réparer tout seul. Bah. Pour un changement de chauffe-eau, à Strasbourg, on m'a pris 4500 euros. D'ailleurs, j'ai été de 800 euros de ma poche. Parce que le gars est venu, s'est déplacé, il m'a demandé 4500. Et il m'a dit, il faut l'accord de votre propriétaire, etc. Et j'ai dit, moi, je m'en bats les couilles. C'est le propriétaire qui paye. Et le propriétaire m'a demandé d'avancer. M'a dit, en gros, il faut payer maintenant. Par contre, il m'a dit, il faut payer maintenant et en liquide. J'étais jeune. Hein. J'ai retiré l'intégralité de ce que j'avais sur mon compte bancaire et je me suis fait rembourser, du coup, bah, une partie. Non, c'était pas pour le chauffe-eau, parce que je raconte, c'était pour le compteur électrique. Quand il y a eu le départ de feu dans le du compteur électrique. Dans le compteur électrique. Tout le compteur électrique à refaire. Parce qu'il y avait un départ d'incendie dans mon compteur électrique qui n'était pas aux normes. Et le propriétaire m'a dit vas-y avance et en fait il m'a remboursé que de 80% de la somme. Et il a refusé de me rembourser le reste. Et il m'a dit de plus l'appeler parce que ça le stressait trop. Alors qu'il s'était engagé, hein, qu'il avait dit qu'il le ferait et qu'il avait dit... Donc là, il y a toujours un propriétaire à Strasbourg, qui est un marchand de sommeil d'ailleurs, qui me doit 800 balles. C'est à peu près 800 balles qu'il me devait. Comment ça, tu dois avancer les thunes? Bah en gros, c'est... Si t'avances pas l'argent, je m'en occuperai peut-être, mais je crois que j'ai un délai de réflexion de 14 jours, et puis j'ai ensuite 10 jours de machin. Et là, t'es en hiver, t'as plus d'électricité. Donc t'as plus de chauffage. T'as plus d'électricité, t'as plus de chauffage. Dans un appartement qui est pas isolé. Bah là, tu fais quoi? Faut savoir que la loi, elle est assez chill avec les propriétaires là-dessus. Ils ont le temps de réfléchir, de comparer les devis s'ils le veulent.
Prendre la mesure, de faire ce qu'il faut. Ils sont pas obligés, voilà. On avait fini par aller à la deal, c'était compliqué, mais bon. Un appartement pas isolé plein hiver à Strasbourg, je te jure, t'as pas envie de vivre dedans. En plus, c'est même un risque sanitaire, hein. Pas envie de risquer une pneumonie ou... Donc ouais, bah les artisans complexes. C'est complexe, les artisans. C'est compliqué. Après, vous savez, il y a un autre problème, c'est que, en fait, tout le monde n'est pas mal intentionné, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont incompétents. Et ça, c'est un autre problème. C'est clairement un autre problème. Il y a des gens qui sont juste pas bons. Genre, il y a des artisans totaux, vous savez, dans le sens total, au pluriel. Les artisans qui font tout. Ils font l'intégralité de tous les travaux, de tous les corps de métier seuls. C'est super pratique. Mais bon. Il y a beaucoup, en termes de finition, c'est pas trop ça, quoi. Donc la plomberie, moi par exemple, bah, je l'ai fait tout seul. À un moment, quand il y a un autre plombier moi qui était venu me voir, il m'a dit c'est facile. Là, moi je mets un tuyau, je mets un T, comme ça part dans le chauffe-eau et puis le reste part dans les nourrices. Et je fais d'accord. Donc tu fais rentrer l'eau qui sort de la ville directement avec un T dans le chauffe-eau. Et à l'autre bout du T, tu la filtres pour les nourrices. Et ça, les nourrices, ça va pas dans le chauffe-eau. Donc en fait, tu fais rentrer de l'eau non filtrée dans le chauffe-eau. Donc même pas un filtre à tamis, donc de l'eau avec du sable potentiellement dedans, avec des particules et ce que tu veux. Tu fais rentrer ça dans le chauffe-eau direct, sans la filtrer quoi. Alors que je crois que le filtre à tamis c'est obligatoire. Hein. Au moins un filtre à tamis, je crois que c'est obligatoire. Donc j'étais en mode bah direct en fait, bon bah je vais pas faire appel à toi en fait. Enfin au bout d'un moment, désolé, je l'ai pas rappelé le gars. J'étais en mode mais c'est un délire. Bah là, clairement, il voulait faire des économies. Il t'économise de ouf. Mais ici, l'eau, elle est. Déjà, l'eau, elle est. Je m'en suis rendu compte, l'eau, elle est très calcaire. On m'a vendu une eau pas calcaire. Ici, l'eau, elle est très calcaire quand même. Et moi, dans le filtre à tamis, bah, bon, là, je les ai pas. Ça fait longtemps que je les ai pas. Je les ai pas, comment dire, vidés. Je les ai pas vidés encore. Mais il y avait du sable. Hein. Il y avait du sable. Bah oui, la filtration arrive à entrer l'installation. Bah oui. Mais moi j'ai mis filtre à tamis, régulateur de pression et filtre à particules. Ah oui, parce que aussi j'ai mis un régulateur de pression. Parce que l'eau qui arrive de la rue, moi le chauffe-eau il accepte normalement 3 bars. 3 bars 5 je peux monter. L'eau qui arrive de la rue, ça arrive à 5-6 bars dans la rue. Ça arrive super. Ça arrive vraiment, vraiment fort l'eau de la rue là. Je sais pas si c'est parce que je suis dans un hameau et que dans ce même hameau il y a des agriculteurs. Et que du coup, genre, je suis branché sur les mêmes calibres de tuyaux, etc. Mais j'ai l'eau qui arrive vraiment très fort. Ça tabasse. Donc j'ai mis un régulateur de pression pour diminuer la pression. Là, je suis à 2 bar 7, je crois. C'est ce qui m'a coûté le plus cher. Hein. C'est la pièce qui coûte le plus cher. Quel enfer la plomberie, hein. Juste en y repensant, ça m'angoisse. Tu dois avoir emmagasiné des tas de compétences. Mais en tout cas, maintenant, je repère à peu près quand on essaye de me carotte. Et on essaye souvent de me carotte. Les artisans essayent souvent de carotte.
plus t'es jeune et moins t'es connu dans la région, et puis alors si vous êtes une femme, j'en parle même pas, vous vous faites carotte de ouf. On en a déjà parlé plein de fois ici en stream, mais quand moi j'arrivais sur le chantier pour demander des trucs, etc., j'avais beaucoup plus d'oreilles attentives que lorsque ma femme, qui pourtant avait fait les démarches, et elle avait le démarchage des artisans et la gestion, l'interface et les paiements des factures, surtout ma femme qui s'en occupait. Les papiers, c'est surtout elle qui s'en occupait. Et les plans, par exemple, c'est elle qui a vu avec l'architecte. Moi, j'étais là aussi, mais c'est elle qui a géré l'architecte, par exemple. Bah, je vais pas vous apprendre dans quelle société on vit, quoi. Voilà. Non, les carottes, fais pas du jus de carotte. Mange-les comme ça, tes carottes. Pour ça que j'ai zéro confiance dans les garagistes. Bah, moi, c'est particulier, j'ai un contrat d'entretien avec ma voiture. Zéro confiance dans les garagistes aussi, mais là, c'est directement le concessionnaire qui, en donnant la voiture, parce que moi, c'est une voiture société. La voiture est en LOA avec un contrat d'entretien. Donc que la voiture, elle ait des grosses galères ou qu'elle ait rien, je paye la même chose. Tout est compris. Même le changement des essuie-glaces. Donc tant mieux. Après, je suis un gros concessionnaire. Citroën, quoi. La voiture, c'est une C3. Donc... Ça le reste après pour mon échographie, j'arrive dans la salle d'attente, je dis bonjour, personne ne répond, l'homme derrière moi me dit bonjour de sec après, et on lui répond bonjour, que des hommes dans la salle, MDR. Il y a encore des artisans honnêtes, on jette pas tout le monde dans le même sac. Mais moi j'ai des amis qui sont artisans, j'ai un ami qui est électricien. Ah, j'ai un ami qui est électricien, mais il a fermé sa boîte, il était pas fait pour ça, quoi. Enfin, il était pas fait pour ça. C'était beaucoup trop de... Il avait des clients et tout, hein, à fond. Hein. Il avait du boulot de ouf. Mais... Enfin, c'est plus facile de voler que d'être honnête, souvent. Parce que quand tu voles, t'es beaucoup plus compétitif. Alors lui était relativement compétitif, d'ailleurs. Ses collègues lui disaient, justement, qu'il fallait qu'il monte les prix. Qu'il n'était pas assez cher. Après, lui, ce qu'il me disait, c'est j'en ai marre de passer mes journées à déplacer des prises, quoi. Mais encore une fois, le truc, c'est que les artisans, quand tu les connais, quand c'est tes potes, c'est pas la même chose. Parce qu'eux, ils te voleront pas. C'est rentable les LOA. Quand t'es en entreprise, t'as pas le choix. T'achètes pas une voiture en société. Tu la prends en location avec option d'achat ou en location longue durée. Tu n'achètes pas une voiture en société. Enfin, ou alors, sauf si jamais vraiment t'as une société de commerciaux ou t'es dans des taxis ou t'es dans je sais pas quel type de transport, mais pas quand t'es une société audiovisuelle, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens d'acheter une voiture neuve. Et des artisans, moi, vraiment, je suis un peu sur ce truc il y a à peu près un tiers des artisans, c'est des voleurs. Il y a un autre tiers d'artisans, je pense, c'est des incompétents, et il y a un autre tiers d'artisans où c'est vraiment des gens bien. Avec qui tu peux parler, avec qui tu peux t'arranger aussi. C'était pas forcément de leur rajouter du boulot, mais c'est aussi parfois de renégocier certaines choses, ou alors de se rendre compte que des fois, il y a une erreur qui a été faite. Qu'est-ce qu'on fait à partir de cette erreur-là? Moi, par exemple, ça arrivait dans mon bureau avec le plaquiste. Le plaquiste, c'était très bien, par exemple. Après, le plaquiste venait de se lancer. Le plaquiste, c'était très bien. Sauf que, par exemple, il m'a monté la porte à l'envers. Et il s'est gouré, il a commandé la porte à l'envers aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux à l'envers sur une porte. Vous avez le sens d'ouverture et vous avez le sens des gonds. Où la poignée, elle est soit à gauche, soit à droite. Et les gonds, vous sont soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la pièce. Il a commandé la pièce avec les gonds du mauvais sens. Et il l'avait montée avec il a commandé la porte avec la poignée du mauvais sens. Sens d'ouverture du mauvais sens, et il a monté les gants du mauvais sens. Parce que là, il a dû démonter la porte et la remonter. Mais le problème, c'est que la porte s'ouvrant du mauvais sens, les interrupteurs étaient du mauvais côté. Je pouvais pas allumer la pièce en rentrant dans la pièce. Et donc, dans ces cas-là, donc du coup, on s'est arrangé, plaquiste, électricien, moi j'ai rien payé, mais du coup, je leur ai dit, faut vous arranger, les gars, faut me foutre un interrupteur du côté où on ouvre la porte, quoi. Sinon, moi, je peux pas avoir de lumière dans la pièce quand je rentre dans la pièce. Et c'est parce que c'est une erreur qu'ils avaient fait. Et dans ces cas-là, c'est bon, on s'est démerdé, on a vu avec le gars et tout. Voilà.
À l'envers sur à l'envers, ça fait à l'endroit. Mais non, pas pour les portes. Pas pour les portes. Parce que la porte, soit vous l'ouvrez vers la droite dans la pièce, vers la gauche dans la pièce, ou alors vers la droite en dehors de la pièce, ou vers la droite en dehors de la pièce. Il y a 4 possibilités pour une porte. Alors du coup, comme il avait commandé la mauvaise porte, j'en avais une des deux possibilités n'était plus possible. Enfin, il y avait une des 4 possibilités qui n'était plus possible. Et donc, non, 2 des 4 qui n'étaient plus possibles. Donc il fallait voir sur les 2 autres. Voilà. Et là, il y avait les plans, ouais, c'était carrément leur erreur. À la base, moi, la porte, il fallait la pousser vers la gauche. Et il a commandé la porte qui se pousse vers la droite. Et il l'avait montée de sorte à ce que je la tire... Du coup, que je la tire vers la gauche. Sauf que si je la tirais vers la gauche, je pouvais pas l'ouvrir complètement parce qu'il y avait la machine à laver qui bloquait, donc je pouvais pas ouvrir la porte. Donc du coup, il a dû monter la porte à l'envers. Sauf que en la tirant, en l'ouvrant là vers la droite, j'avais pas l'interrupteur à gauche. Du coup, je pouvais pas allumer. Les interrupteurs d'ailleurs sont du mauvais sens de la porte. Les interrupteurs sont derrière la porte. Du coup, il m'a mis un interrupteur à l'extérieur de la pièce pour que je puisse rentrer avant d'ouvrir dans la pièce. Voilà. Mais dans ces cas-là, on s'est arrangé quoi, avec le plaquiste. Il m'a redémonté la porte, ça lui a pris une demi-journée, hein, forcément, il s'en est voulu. Hein, mais... Et bon, comme je lui ai recommandé de la peinture derrière, etc., bon, bah, voilà. Et pareil, les portes s'étaient gourées par rapport aux hauteurs de chape et il les avait commandées trop grandes. Et donc, du coup, bah, il les avait disquées à la mauvaise hauteur. Bah, il a dû les redisquer, quoi. Elle rentrait plus la porte. Tout ça, ça demande des ajustements. Voilà, tout ça, ça demande aussi de la discussion. Et après, ce qui est le plus chiant avec les artisans, c'est négocier quand ils viennent. C'est les délais de chantier, surtout. C'est vraiment pas rare que des fois, l'artisan, il est là un matin, puis il est pas là l'après-midi, puis il est là le lendemain matin, puis il est pas là l'après-midi, puis il est là pas là le lendemain matin encore, mais après, il est là l'après-midi. Et en fait, t'as souvent pas de visibilité sur quand le chantier se finit. Et le problème, c'est que d'un corps de métier dépend les autres corps de métier. Donc quand l'électricien te dit bah ça je le ferai quand le plaquiste sera venu, mais que le plaquiste dit bah moi je reviens quand l'électricien aura fini ça, tu te retrouves vite dans une situation où c'est une impasse. Dans ces cas-là, moi ce que je faisais, c'est que je leur fixais des rendez-vous pour qu'ils arrivent en même temps et pour qu'ils soient obligés de se parler quoi. C'est vraiment très chiant. Et c'est les délais, nous ont mis dedans. Nous à la base on devait déménager en juillet, on a déménagé fin septembre et encore on a déménagé, les sols n'étaient pas finis. À la toute base, même le placo devait être fini en mai. Et le placo, la peinture, elle a été finie une semaine avant qu'on emménage. Alors placo, peinture, c'était le même gars. Donc en fait, il y a quasiment eu 4 mois de retard. Juste sur la partie placo-peinture. La maison est très bien, la maison est banger. En plus, comme m'a dit le peintre, il m'a dit c'est la première fois en 10 ans de peinture que je peins des plafonds bleus. Parce que nous, il y a des couleurs dans toutes les pièces. Vous avez bien vu, là, il y a un mur jaune, il y a un mur bleu, il y a un mur rouge. Il y a du papier peint, il y a de la couleur, il y a de l'ocre, il y a de tout. Là, pour l'instant, j'ai 110 mètres carrés, là, au sol. Ou 112, 113, comme ça. Entre 110 et 115, je dirais. Des clients nous ont fait passer le peintre, en tant qu'électricien. Bah, nous, par exemple, moi, le peintre, il me disait, moi, je passe après, avant les sols. Mais des fois, il y a des peintres qui disent, moi, je passe après les sols. Ou il y a des carreleurs qui disent, moi, je carle pas tant que la peinture n'est pas faite. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, ça dépend de qui doit faire attention au chantier de l'autre. En fait, c'est surtout ça. Quand t'es le dernier, c'est toi qui cradote le plus. Faire attention, quoi. Moi, j'ai mis de la colle sur le mur. C'est chiant, quoi. Donc souvent, il faut s'entendre avec les gens et pour s'entendre, il faut négocier, il faut avoir de bons rapports.
Après, moi, je leur ramenais à boire aux ouvriers quand ils étaient là, des fois, je leur discutais un peu avec eux. Mais par exemple, le peintre et le plaquiste, avec moi, ça s'est passé très très bien. Et ça s'est passé très très bien. Pourquoi? euh... Attendez 2 secondes. Ça s'est passé très bien aussi parce que je m'entendais très bien avec le terrassier. Et le terrassier était celui qui m'avait recommandé le maçon qui m'a volé. Et donc le terrassier s'en est beaucoup voulu. Parce que lui, il est très connu dans le secteur, il a une réputation à tenir et il peut pas avoir la réputation de recommander des voleurs. Donc il a aussi été extrêmement arrangeant de venir me faire des dépannages gratuits quand la fosse était en galère et de me recommander ce gars-là en me disant, je pense en lui disant, bon bah par contre il s'est fait voler par le maçon, chill quoi. Par contre, euh, moi je lui avais dit que du coup on avait une agence de gestion de droit au peintre et bon lui comme il se connaissait pas très bien en droit, il savait pas que bon bah nous les juristes ils sont juristes en propriété intellectuelle, ils sont pas dans le droit de la consommation ou le droit des consommateurs, je sais pas comment ça s'appelle. Métro MKI, sûr que dans le chat me corrigera. Et du coup, bah lui, il savait pas. Les juristes, c'est des gens, ils connaissent toute la loi. Et du coup, il me disait, ouais. Et par contre, moi, je m'étais déjà renseigné par rapport à Gélin. Et il me disait, en gros, ouais, j'ai signé un devis il y a longtemps. Enfin, on m'a signé un devis il y a longtemps que j'ai fait à Saint-Malo pour faire la peinture d'une maison. Et bah aujourd'hui, j'ai beaucoup de boulot sur Fougères et ça me fait chier d'aller faire la peinture à Saint-Malo. Et eux, ils font que de me relancer, ça fait 1 an. Je sais pas trop quoi leur dire. Et moi, je disais, bah, si t'as pas envie de faire le chantier, faut que t'arrêtes de faire le chantier. Faut que tu te retires du chantier, quoi. Les laisse pas poireauter comme ça pendant 1 an. Eux, ils se disent, putain, on a signé. Donc voilà, dans ce cas-là, il voulait pas mal faire. Juste, il avait la flemme. Parce qu'il prenait du boulot, il avait la flemme de prendre la bagnole. Mais dans ces cas-là, il laissait traîner le truc. Sauf que bah, là-bas, les gens, ça faisait 1 an qu'ils avaient pas de peinture dans leur maison. Alors que moi, j'ai eu la maison peinte avant, quoi. Avant eux, j'ai signé après, je l'ai eu peinte avant, quoi. Donc, dans ces cas-là, lui, il a dû faire le calcul en se disant, avec le prix de l'essence qui est monté, et maintenant j'ai chopé plein de clients, bah, c'est vachement moins rentable pour moi. J'aimerais bien ne pas avoir à le faire. Dans ces cas-là, il faut que tu t'arranges avec ton client et que tu dises, bah désolé, je me retire, et le plus tôt possible, quoi. Parce que pendant ce temps-là, ils emménagent pas, quoi. C'est ça l'histoire. Enfin, toujours un peu ce genre d'histoire. Hein. À la base, les gens qui se retrouvent à te mettre dans la merde économiquement, ne sont pas nécessairement des gens qui veulent te voler. C'est aussi parfois par incompétence. Et dans ce cas-là, bon, moi, l'artisan était très compétent. Vraiment, je le recommanderais à n'importe qui. Mais les autres clients dont il m'a parlé dans le nord du département, lui, ils doivent le maudire. La réputation, ça me fait penser à ceux qui restent de Benoît Coquart. Ouais, banger ce livre. Je n'ai tellement plus confiance avec les artisans que j'ai préféré quitter mon taf pour faire ma maison tout seul. Bah après, ça demande du temps, de l'argent, et ça te met quand même dans une forme de précarité vis-à-vis de tout ce qui est effectivement les assurances, les machins, c'est toujours le problème. Mais globalement, en fait, il y a vraiment pire. Moi, je pense surtout à des cas qui sont beaucoup plus graves, mais tout aussi typiques des promoteurs immobiliers qui construisent des lotissements et qui ne livrent pas les maisons de ces lotissements, par exemple. Vous achetez une maison sur catalogue pour un lotissement et pour une raison X ou Y, vous vous retrouvez dans une situation où votre maison n'est jamais construite, n'est jamais finie. Parce que la société fait faillite. Et vous vous retrouvez qu'une demi-maison. Sauf que l'intégralité de l'argent a disparu.
Vous vous retrouvez avec une maison dont vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de plomberie. Il y a juste des murs vite fait, une charpente, admettons, et une allée en gravier qui sert de garage, d'allée de garage, et démerdez-vous avec ça. Et et souvent ça touche des jeunes couples qui s'installent dans des zones où ils ont souvent savoir que quand même les gens qui se tournent vers des pavillons en lotissement, c'est pas les gens qui ont le plus de budget et qui ont le plus de temps à consacrer aux travaux. Et là, tu te retrouves dans une merde intégrale. Et il y a l'autre cas aussi il n'y a pas eu d'étude de sol qui a été faite, ou l'étude de sol a complètement été falsifiée. Et ça, j'en ai parlé avec mon voisin, il me disait que falsifier les études de sol, c'était monnaie très courante. Tu files un bifton au gars de la Spank et hop, ton sol argileux devient un sol limoneux, c'est incroyable. Eh bien, je sais qu'il y a un cas en Haute-Marne, moi, pas loin de là où j'ai grandi, qui a un cas qui était passé dans une émission d'ailleurs nationale, je ne sais plus laquelle, où c'est une baraque, par exemple, qui a dû être détruite par décision de justice parce que la maison menaçait de s'effondrer, parce qu'elle a été construite sur un sol extrêmement meuble, argileux et meuble, et que la maison est en train de fiturer de partout, par exemple. Et la maison a dû être détruite. Et elle a été compensée à la hauteur du prix. En fait, quand une maison devient inhabitable et qu'elle menace de s'effondrer, elle perd instantanément en valeur. Et souvent, ta maison, elle était dédommagée au prix du terrain, plus un peu de la maison, mais jamais à ce que vraiment elle vaut, est-ce que tu l'aurais revendue si jamais elle était en bon état. Et donc là, tu te retrouves à plus avoir de maison et souvent ne pas avoir vraiment les moyens d'en racheter une aussi facilement en tout cas. Moi j'ai fait faire une étude de sol avant de faire, c'est obligatoire, avant de faire mon assainissement. J'avais déjà à peu près choisi mon assainissement, moi je voulais un filtre compact, je voulais pas d'épandage. De toute façon j'avais le droit d'avoir un épandage, mais par exemple mon voisin a un épandage. Mon autre voisin voulait faire installer un filtre compact, on lui a imposé microstation, je crois. Ou l'inverse, je sais plus. Donc moi, j'ai fait poser un filtre compact avec une pompe de relevage. C'était pas le moins cher, mais c'est ce qui prenait le moins de place et ce qui était le plus facile en termes d'entretien. Il fallait juste que j'ai une autorisation de relâchement d'eau en milieu naturel, je crois, un truc comme ça. Donc en gros, il fallait juste s'assurer que l'eau qui sortait de mon système d'assainissement individuel ne soit peu polluée, quoi. Mais moi, je sais que là, j'ai un voisin pas loin là qui est terrassier et qui était venu voir l'épandage d'un autre voisin et j'étais là quand on parlait d'épandage. Et il me disait mais il est pas aux normes. Comment il a fait pour se faire valider son épandage? C'est fou. Ce qui fait que mon voisin laisse l'ouverture de son épandage ouverte toute l'année parce que sinon l'eau ne s'évacue pas. Sauf que du coup il y a un trou comme ça dans le sol avec 1 mètre de profondeur et directement de l'eau au fond. Et alors là en termes de faune, je pense que moi à chaque fois je repose le couvercle dessus parce que je pense que je vais très rapidement retrouver un chat ou un hérisson au fond en train de crever. Hein. Ou noyer, quoi. Parce que c'est en termes de. Puis, il devrait pas faire ça, parce qu'en plus, il encrasse tout ce qui tombe dedans avec le vent et tout. Ça encrasse l'épandage par l'intérieur. Enfin, il devrait pas faire ça. Mais son épandage, il est pas énorme. Un enfant, bah là, à l'endroit où c'est, ça m'étonnerait quand même. Mais c'est parce que ça s'épand pas bien. Son truc s'épand pas bien. Et c'est parce que il a un épandage dans un sol en hauteur de son terrain. Et un épandage qui a été fait un peu mal fait, quoi. Après, je suis pas lui, et puis lui, il a acheté la maison en l'état, donc forcément. Parce que c'est l'ancien propriétaire qui avait fait ça. Mais les épandages, je comprends même pas qu'on continue encore d'en faire. Ça artificialise direct 100 mètres carrés de terrain. C'est délirant. La surface qu'il vous faut pour un épandage, c'est à peu près la surface de votre maison. C'est comme si vous doubliez la surface au sol de votre maison en termes d'artificialisation. Parce que je sais pas si vous savez le principe, mais c'est vous mettez tout un réseau de tuyaux
dans du sable pour que vous relâchiez l'eau et que l'eau en plus puisse regagner le sol profond, l'eau que vous relâchez. Vous allez faire tout un réseau qui passe dans du caillou, dans du sable. Et du coup, vous recouvrez de terre au-dessus. Mais sur cette terre-là, vous ne pouvez rien planter. Puisqu'il ne faut surtout pas que... vous pouvez planter de l'herbe, quoi, grand max. Il ne faut surtout pas que... déjà, il ne faut pas surtout pas mettre de poids, parce que vous pouvez péter les tuyaux. Et il ne faut surtout pas mettre d'arbres, parce que les racines des arbres vont courir pour aller chercher les tuyaux et toutes les aspérités de votre système de filtration pour le boucher. Pour aller chercher l'eau où elle est, quoi. Ça sert à filtrer l'eau en sortie de fosse septique. Tu possèdes aussi les erreurs de construction de ton ancien propriétaire, bien sûr. Moi, dans mon cas, j'ai fait faire une étude de sol comme j'ai fait faire un diagnostic prévisionnel, par exemple, pour la maison. Tout ça, c'est des dépenses que j'ai faites en plus, et puis ça peut coûter cher, hein. Pour faire savoir quel type de sol j'ai, à tel endroit, ils font des analyses de sol à plusieurs endroits. Le diagnostic prévisionnel en fonction de tous les travaux qu'on fait, ce serait quoi la note à peu près qu'on aurait, est-ce qu'on peut demander des aides par rapport à ça, etc. C'est interdit de faire un assainissement individuel, c'est la commune une station d'épuration. Bah nous, il n'y a pas ici. En Bretagne, il y a beaucoup d'habitations isolées et beaucoup sont en assainissement individuel. C'est notre cas. Si un vice caché, il peut toujours être de la responsabilité du propriétaire précédent. Mais alors, la galère! Je peux vous parler, si vous voulez, d'un cas. J'ai une amie qui a acheté une maison. Il y a maintenant 6 ans. 5 ans. Au moins 5 ans. Qui a acheté une maison. Je crois qu'elle l'a acheté 140 000 euros. Cette maison a été vendue avec un toit état quasi neuf. Ou très bon état, enfin je sais plus ce que c'était écrit. Première tempête, il pleut dans la maison. Il pleut dans la maison, ça goutte sur tous les étages, en enfer. Et donc du coup, ils se sont tournés vers l'ancien propriétaire en leur disant « Mais attendez, c'est quoi ces conneries ?» Dans ces cas-là, c'est un enfer. Ils ont dû faire venir un huissier de justice à plusieurs reprises pour constater à plusieurs reprises qu'il pleut bien dans la maison, pour faire constater. Faire constater qu'il y avait un problème d'humidité structurel, alors que la maison est vendue dans un bon état. L'humidité dans le taux de la maison, dans la maison, il y a un taux d'humidité qui était incroyable. Une humidité à crever le plafond. Tout ça, pareil, il faut faire venir un expert qui vient expertiser, plus un huissier, en même temps. Ça, tu payes, hein. Tu payes. À la fin, ton choix, c'est quoi? C'est faire payer les travaux aux frais de l'ancien propriétaire. En gros, l'ancien propriétaire t'a vendu un toit en bon état, il faut qu'il te rende un toit en bon état, donc il doit payer la remise du toit, ou alors tu peux faire annuler la vente. Mais tu peux pas faire annuler la vente quand les personnes ne peuvent pas racheter la maison. Tu peux pas récupérer l'argent. Si eux, ils avaient racheté une maison, tu peux pas annuler la vente, en fait. Enfin, tu peux théoriquement, mais si personne n'a d'argent pour te rembourser, tu fais quoi? Donc, alors ce qu'ils ont fait, c'est que, en fait, toi, tu dois attaquer l'ancien propriétaire, et l'ancien propriétaire attaque l'agence. Parce que l'agente immobilière a un devoir d'expertise, et elle a expertisé que le toit était bon. Et elle a dit, bah non, j'ai pas de preuves. Et heureusement, ils avaient conservé l'annonce. Il n'y a pas de preuve, tout est fait, la visite, elle a été faite à l'oral. Ils avaient conservé l'annonce qui mentionnait bien que le toit était en très bon état. Alors qu'encore une fois, je rappelle qu'il pleut dans la maison. Et ça fait 5 ans qu'ils sont dedans, là. Ça va faire 5 ans qu'ils sont dans les galères judiciaires. Et ils ont toujours un toit qui fuit, il pleut toujours dans la maison. Et ils ont toujours pas récupéré l'argent. Et ils ont toujours pas pu faire de travaux. Et maintenant, en plus, et par contre, ils ont dû avancer toute une quantité de frais qui fait qu'en fait, quand t'as un vice caché dans ta maison, tu te retrouves à payer tout de suite beaucoup plus. En attendant de peut-être un jour récupérer une partie de ton argent. Bah, les agents immobiliers, ouais, c'est... Ouais. Parce que je sais plus c'est quoi le bail des huissiers, mais les huissiers, il faut pas juste qu'ils constatent, il faut qu'ils constatent que ça n'arrive pas qu'une seule fois
mais que c'est vraiment un truc courant. Mais donc, ouais, quand vous visitez des maisons, ne visitez pas que quand il fait beau, visitez aussi quand il pleut. Coucou, au civil, il vaut mieux des constats d'huissier car ce sont des preuves parfaites. Le juge ne peut pas les rejeter ou les interpréter comme telles. Mais malheureusement, les constats d'huissier, c'est cher. Quand tu n'as pas d'argent, ce n'est même pas pris en compte par l'aide juridictionnelle. Bah voilà. De toute façon, moi, ce que j'ai bien compris dans tout ça, c'est que, globalement, pour que la justice fonctionne, il faut avoir de l'argent. Pour pouvoir faire valoir ses droits, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir significativement de l'argent. Sinon, ciao. Il faut de l'argent, il faut potentiellement, même dans les moments où tu es sûr de gagner, il faut quand même avoir les moyens d'avancer cet argent. Voilà. Sauf dans certains cas spécifiques où c'est vraiment tout cuit, l'avocat il sait que c'est tout cuit et du coup l'avocat négocie un montant de ce que tu peux récupérer. Je sais qu'un pote a fait ça par exemple quand il a poursuivi ses anciens employeurs au prud'homme. L'avocat, pour lui le dossier, il était vraiment, c'était gratuit quoi. Du coup il a négocié, je sais plus, 10 ou 15% du montant de l'indemnité totale. C'était une grosse indemnité, donc je crois que c'était 15 000 euros. Parce que c'était vraiment dans un secteur très spécifique, avec du harcèlement moral caractérisé, les preuves étaient là, c'était super facile. Du coup, l'avocat, il a dû lui dire, tranquille, t'as pas besoin d'avancer, moi j'y vais et je me paye sur l'amende. Et je me paye sur les indemnités, tranquille. L'avocat, quand il est sûr de gagner, je pense qu'il peut directement négocier ça, quoi. Potentiellement, il y gagne plus, même. « 2000 pour un avocat, c'est ce qu'on me demandait, moi. On me demandait à peu près... on me disait à peu près 2000 en moyenne pour pouvoir faire l'affaire totale pour, à la fin, ne potentiellement rien récupérer. Autant vous dire que... Il m'a dit, je le ferai condamner. Hein. Sans difficulté, j'obtiens sa condamnation. Et ça vous fera une belle jambe d'avoir un papier disant qu'il est condamné. Si vous avez payé 2000 euros et que vous ne les récupérez pas. Ni les 2000 euros, ni ceux qui vous ont volé avant, quoi. En mode, bon bah... Il a gagné, hein. C'est facile de gagner. Terrible, hein, mais c'est facile de gagner. Enfin, c'est facile un temps, je pense. Mais monter une société, prendre la caisse et se barrer avec, c'est d'une facilité un peu trop déconcertante. Hélas. Hein. Les vendeurs nous ont vendu une maison avec une garantie anti-humidité parce qu'ils avaient coupé à travers le mur. Ils savaient qu'ils nous l'ont mis à l'envers, mais en justice, ils ont refusé la médiation. Ils n'ont pas besoin de payer un avocat, donc on a décidé d'arrêter. Ouais. Donc moi, pour revenir au sujet de tout départ dont on a parlé tout au début de ce stream, ou dans la VOD précédente pour ceux qui regardent les VOD, moi, quand Marine Le Pen, elle vole des millions et qu'elle se fait choper la main dans le sac, même si elle prend pas beaucoup par rapport à ce qu'elle a fait, hein, elle demandait elle-même beaucoup plus pour ce genre de fait il y a 10 ans, bah je sais, parce que les Français, voilà, les fameux Français, eux, ils doivent casquer. Hein. Quand ils ont un problème, ils doivent casquer. Hein. Donc bon. « 2000, c'est pas cher pour un avocat ?» Bah 2000, y a beaucoup de gens qui les ont pas sur leur compte en banque. Hein. 2000 euros, c'est un salaire et demi, un salaire moyen et demi. Hein. Enfin, au moins un salaire minimum et demi plutôt. Ouais. C'est quand même significatif comme somme. C'est pas une somme que la plupart des gens ont de côté. Hein. Et qu'ils peuvent se permettre de perdre. Moi, j'ai pas 2000 euros de côté. Hein. Là, j'ai pas 2000 euros sur mon compte. Hein. Je sais même pas si j'ai 500 euros sur mon compte.
Donc, n'hésitez pas à donner sur Tipeee, bien sûr.